Hello ho. Et c'est parti pour un nouveau numéro de Pêle-mêle. On va pas faire les animes cette fois-ci, la fournée printanière n'est pas encore terminée. En revanche, on peut parler de cinéma, on peut parler de séries, on va parler également de manga et aussi on peut parler un peu de jeux vidéo. En commençant par Thunderbolts, le dernier Marvel, ma foi, très sympathique, c'est peut-être le meilleur Marvel que j'ai vu au cours de ces dernières années, sachant que le niveau global, hélas, post-Endgame est quand même assez catastrophique, on va pas se mentir, tout le monde est au courant. Nonobstant, nous sommes dans un MCU post-Avengers et nous voici à composer avec une équipe de marginaux brisés, Yelena, Bucky, Cost, Red Guardian, et la voici, cette équipe réunie par une certaine Valentina Allegra des Fontaines pour une mission a priori très suicidaire. Mais derrière l'action, le film va explorer les facettes de la santé mentale, la culpabilité également, mais aussi la rédemption, offrant une introspection assez rare pour le coup dans l'univers Marvel. Et c'est à travers ça justement que ce Thunderbolts est très prenant, dans la mesure où il va explorer notamment les thématiques de la dépression. Les principaux protagonistes pour la plupart sont plutôt brisés par la vie, et ma foi c'est retranscrit de manière assez palpable, assez réaliste pour le coup. Du coup ça fait du bien, c'est un petit vent de fraîcheur. En termes de casting c'est assez solide. Bon, il y a une décision au tout début du film que je ne comprends pas, mais bon ok, pourquoi pas. Au-delà de ça, l'action est plutôt réussie, on a du bon riz, les cascades sont plutôt réussies, de même pour les chorégraphies. On a de très gros moments, un méchant plus ou moins très réussi, que ce soit en termes de développement personnel ou en termes de pouvoir, en termes de superpuissance. Et donc voilà, ça fait du bien. Malheureusement, le film n'a pas vraiment marché au box-office. Cela étant dit, ça fait quand même depuis le post-Covid maintenant que les films dans leur ensemble ne marchent pas tellement. Il y a quand même des films qui marchent très bien, mais globalement, ce n'est plus ce que c'était avant, clairement. À voir comment Disney va réagir, en espérant qu'il ne fasse pas une énième bourde en annulant par exemple la suite de Eternals, à savoir l'un des meilleurs Marvel qu'ils aient jamais fait. J'imagine que c'est un travail d'équilibriste, à voir comment ils vont se débrouiller. Dans tous les cas, je recommande fortement et j'espère que les prochains Marvel vont suivre cette recette-là, à savoir un film moins cahier des charges, qui prend plus de risques, qui est beaucoup plus soigné aussi en termes d'histoire, en termes d'écriture, en termes d'effets spéciaux, en termes d'intégration, en termes de tout. Aussi beaucoup moins de films, beaucoup moins de films. Pareil pour les séries. A priori, on est dans cette direction-là, en faisant en sorte que la qualité soit au rendez-vous, que ce soit narratif ou visuel. Mission Impossible, The Final Reckoning. Donc c'est la partie 2, on a eu une partie 1 l'année dernière, je crois. Pas trop fan des Missions Impossibles comme ça, scindées en deux parties, surtout que l'histoire en soi, elle est pas incroyable, clairement. On va pas voir Mission Impossible pour ça, on va voir Mission Impossible pour Tom Cruise, pour les cascades, essentiellement. En gros, pour le pitch, Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise, affronte sa mission la plus périlleuse, stopper une intelligence artificielle renégate qui menace l'humanité. Nous voici entre cascades spectaculaires et dilemmes moraux, avec un dernier opus qui conclut a priori la saga avec une certaine intensité, tout en questionnant plus ou moins maladroitement les limites de la technologie et de la loyauté humaine. Eh bien, c'était un bon Mission Impossible, comme d'habitude. De toute façon, Mission Impossible, depuis très longtemps maintenant, on va le voir pour les cascades, on va le voir pour les grandes sensations. Tom Cruise est un excellent acteur, malgré bon, voilà, le côté privé, on sait ce que c'est pas fou. Mais en termes de film d'action pur et dur, il est clairement talentueux. Il prend d'énormes risques, c'est quand même très prenant, très agréable à suivre. Il y a une petite pointe d'émotion ici avec le retour de la grande équipe et une sorte de page qui se tourne avec la partie 1 et la partie 2. Je recommande, si vous avez aimé les Missions Impossibles, si vous n'êtes pas Mission Impossible, je vous le recommande pas parce que l'histoire, encore une fois, elle est relativement simplette, pas mal de facilités scénaristiques ci et là. Le méchant, il est éclaté. Alors lui, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont pris un méchant aussi nul, aussi linéaire, aussi caricatural parfois, surtout pour deux parties. Ok. Quoi qu'il en soit, ça gâche pas l'ensemble, loin de là. Allez le voir si vous avez Mission Impossible. Lilo et Stitch, l'adaptation live du film d'animation de Disney, j'ai beaucoup aimé. Pour faire simple, j'ai pleuré à la fin, donc à partir de là, a priori c'est que j'ai aimé. Très fort en sensation, très fort en émotion. Ça suit plus ou moins fidèlement l'histoire originale, on va y revenir. Une petite fillette hawaïenne solitaire adopte un alien fugitif. Voilà, donc c'est assez original comme pitch. Au niveau visuel, c'est assez sympathique, la créature de Stitch notamment est, ma foi, assez réussie. Et j'ai trouvé, personnellement, qu'en termes de profondeur émotionnelle, et même au niveau de la critique sociale, eu égard à la garde de l'enfant, quand il s'avère que les parents ne sont malheureusement plus là, est plutôt réussi. Alors ça a pris de grosses libertés. Certains fans n'ont pas du tout apprécié, parce que clairement,
clairement, en termes de conclusion, c'est pas du tout ce qu'on avait sur le premier film, mais moi ça m'a paru assez réaliste, ça m'a paru plutôt beau, plutôt courageux comme vision des choses, assez raccord avec la volonté d'avoir un objectif personnel, un objectif de vie, et ne pas se retrancher vers la seule responsabilité familiale, hein, parce que derrière ça il y a quand même un individu et ses rêves individuels. Personnellement, j'ai vraiment accroché à l'histoire, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, loin de là. En termes de musique, très sympa, la chanson principale est très agréable à écouter. Au niveau de l'ambiance, on se retrouve avec une ambiance hawaïenne très réussie, très sympathique, assez respectueuse, j'ai l'impression en tout cas, eu égard aux habitants de Hawaï, eu égard à la culture de Hawaï, à la coutume des habitantes et des habitants. La notion aussi de ohana, la notion de famille, en ce qui me concerne, respectée et peut-être modernisée, c'est peut-être ça qui a déplu. Grosso modo, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le casting principal est très solide, l'actrice qui joue la petite Lilo est merveilleuse, hein, vraiment adorable. Pareil pour sa grande sœur, très convaincante dans le rôle. Je recommande, allez vous faire votre avis par vous-même. Personnellement, je trouve que c'est une des meilleures adaptations live de Disney, et j'ai l'impression que Disney, de manière générale, depuis peut-être 1 ou 2 années, commence à prendre des risques ci et là, et j'aime ça. C'est comme ça qu'ils me plaisent, plutôt que de se retrancher derrière la facilité. Ils tentent certaines approches, que ça plaise ou que ça plaise pas, mais au moins ils tentent quelque chose, et ma foi, pour Lilo et Stitch, j'ai beaucoup apprécié. Ah oui, et l'humour très réussi, hein. On se retrouve à rigoler à de nombreuses reprises. Il y avait des enfants dans la salle, ils ont plutôt ri, donc a priori, c'est réussi. Au niveau des séries, Daredevil Born Again, la saison 1, partie 1, et bien ma foi, j'ai plutôt aimé. On retourne aux racines de la série Netflix, hein, à l'époque, avec le même casting principal, hein. Donc Matt Murdock, avocat et justicier aveugle, revient pour affronter un New York corrompu, alors que Kingpin étend son emprise. Daredevil va devoir lutter pour concilier justice et besoin de vengeance personnelle, dans une série à la fois sombre, explorant à la fois la résilience et la dualité de l'homme. On retrouve le soin du visuel, on retrouve le soin des chorégraphies de la série Netflix, la violence, hein, la violence c'est également au rendez-vous. C'est comme si on avait une nouvelle saison niveau Netflix, mais grand Netflix, hein, je parle pas du Netflix actuel qui est éclataxe. Là pour le coup, Daredevil explore des thématiques à la fois sombres et plutôt prenantes, d'une manière assez réussie. Le dilemme de Matt Murdock est également très bien restitué. Le rythme est plutôt bon, on a même des épisodes qui se permettent d'aller dans une direction totalement différente. Ça fait plaisir, c'est des petites parenthèses comme ça qui viennent. Il y en a peu, mais suffisamment pour être souligné. Niveau casting principal, comme d'habitude, hein, que ce soit Matt Murdock ou Kingpin ou Punisher, c'est ma foi très bon. Ils n'ont pas du tout perdu de leur talent, bien au contraire. J'ai hâte de voir la partie 2, d'autant plus que a priori on a une porte ouverte vers un retour d'autres Defenders. Il me tarde de voir ça. The Last of Us saison 2. On est 5 ans après les événements de la première saison et Ellie et Joel se sont installés dans une ville fortifiée. Tout se passe plus ou moins bien, même si on sent qu'il y a une certaine tension entre Ellie et Joel sans trop savoir pourquoi, ou plutôt si en sachant pourquoi. C'était très bon. Après, le gros problème, c'est qu'il n'y a que 7 épisodes. J'aurais vraiment préféré que HBO attende quelques années de plus pour avoir une saison 2 qui couvre l'intégralité du jeu The Last of Us Part 2, ce qui n'est pas le cas ici, hein, donc ça va être séparé en 2 parties du coup. Et cet épisode, c'est malheureusement beaucoup trop peu. C'est dommage. À la fin du 7e épisode, on sent clairement que c'est pas assez. En termes d'enjeux, en termes d'événements, c'est plutôt rempli. On a un très bon rythme. On a des épisodes intimes, très puissants, émotionnellement parlant. Un casting toujours aussi bon, que ce soit Pedro Pascal ou Bella Ramsey, ou même les personnages secondaires. En termes de visuel, HBO, hein, pour la production value, est toujours aussi impeccable. Malheureusement, là, on a vraiment l'impression d'être à mi-parcours, et c'est dommage, surtout que la saison 3 va arriver en 2027. On a le temps. Nonobstant, très bonne saison, hein, j'insiste là-dessus. Si vous avez apprécié, si vous avez adoré la saison 1, a priori, vous devrez également beaucoup aimer la saison 2. On prend les mêmes et on recommence, et surtout, on explore les conséquences de la vengeance, de l'amour, du cycle de la haine, hein, des thématiques qui sont assez banales, hein, qui sont assez usées dans les œuvres de la culture pop, mais en termes d'exécution, c'est vraiment impeccable. On sent quand même qu'on est dans l'adaptation d'un jeu vidéo à beaucoup de reprises. Il y a pas mal de facilités scénaristiques, de facilités de timing, mais tout le reste est tellement réussi en termes d'écriture, en termes de performance scénique, en termes de storyboard, en termes de décor, en termes de tout,
que clairement c'est une œuvre assez incontournable, surtout si vous avez joué au jeu. Ce qui n'est pas mon cas, il serait temps que je lui mette un de ces 4 quand même. Black Mirror saison 7, alors j'avais beaucoup peur pour Black Mirror, la saison 6 j'avais pas du tout accroché, moi je m'étais dit bon allez il est temps d'arrêter, parce que là si vous commencez à parler de loup-garou c'est que c'est la fin, c'est qu'il faut arrêter. Et bien ma foi la saison 7 revient aux racines de Black Mirror avec des concepts basés sur une dystopie eu égard aux nouvelles technologies, des épisodes qui sont parfois très morbides, parfois très touchants, parfois oscillant entre morbide et touchant, assez ambitieux, notamment l'épisode USS Callister, la suite du coup. C'était très sympa, il n'y a pas un épisode qui m'a déplu, la plupart des épisodes sont travaillés en termes d'écriture, en termes de visuel, il y a toujours quelque chose à proposer, on sent qu'il y a eu un certain soin dans ces 7 épisodes. Pour le coup, je retire ce que j'ai dit par rapport à la saison 6, si vous pouvez continuer à maintenir une telle qualité pour la saison 8, eh bien je serais enchanté de continuer l'aventure avec Black Mirror, parce que ma foi c'est quand même des concepts très intéressants, d'autant plus que nous vivons une époque folle en termes d'enjeux technologiques avec des progrès affolants de l'intelligence artificielle, de la robotique humanoïde aussi. Black Mirror ne manque pas de matériel, donc à voir. Rendez-vous à la saison 8. Skeleton Crew saison 1, eh bien c'était très sympa, à ma grande surprise, j'en attendais vraiment pas grand chose, une série avec un public assez familial qui retrace l'aventure de 4 enfants qui se perdent dans la galaxie après une découverte sur leur planète natale. Ça mêle aventure, récit initiatique, des protagonistes qui cherchent à retrouver leur chemin et confrontés à des créatures étranges, des dangers inattendus et la nature humaine avec tout ce qu'elle a de meilleur mais aussi de moins bon à offrir. C'est une aventure à la fois enfantine, initiatique, mais aussi très sympa à suivre en tant qu'adulte. Je dirais pas qu'il y a une double lecture, mais disons que les showrunners ont fait un gros effort au niveau visuel, au niveau du casting aussi. Les 4 enfants sont très très bons en termes de jeu, d'acteurs et d'actrices. Jude Law, qui joue ce fameux pirate, est très très bon lui aussi. Un de ses meilleurs rôles, bizarrement. En termes de rythme, c'est très dynamique. Il y a juste un épisode qui est vraiment en dessin, mais autrement ça passe. Pas mal d'humour, de l'humour réussi, des passages touchants, des cliffhangers, ma foi, assez surprenants. Il y a encore une fois un visuel qui est vraiment soigné, que ce soit au niveau des scènes d'action, au niveau des décors, au niveau des mises en situation. Pas mal d'easter eggs également pour les fans de Star Wars. Je recommande fortement. Vraiment, c'était la bonne surprise de l'année, ce qui me concerne ce Skeleton Crew. Je pense pas qu'il y aura une saison 2, mais peut-être une suite à donner à certains protagonistes. Dans tous les cas, j'ai hâte. Ah oui, et le droïde pirate, oh là là, le droïde pirate est d'une badassitude. J'espère qu'on le reverra par la suite. Andor saison 2. Eh bien, c'est tout simplement, à mes yeux, la meilleure série de l'année pour l'heure. La saison 1 a été impeccable, la saison 2 l'est tout autant. On suit à nouveau le destin de Cassian Andor, qui passe de voleur à espion rebelle, avec une rébellion qui prend forme vraiment de manière définitive. Et on se retrouve avec une pelletée de thématiques, à savoir notamment la nécessité du sacrifice pour le bien commun, pour l'espoir qu'incarne la rébellion, des choix très difficiles parfois à faire pour lutter contre cet empire qui ne cesse de prendre en ampleur et de menacer le devenir de moult populations, si ce n'est de planètes. Et surtout, on a des perspectives et des enjeux qui sont à la fois politiques, sociologiques et très ancrés dans le réel. C'est vraiment la série qui est le plus réaliste parmi toutes les œuvres Star Wars. C'est pour ça que je peux la recommander clairement à des personnes qui ne sont pas vraiment fans de Star Wars à la base, tant les parallèles sont nombreux eu égard à notre histoire passée mais aussi récente. Les régimes oppressifs, les médias muselés, la justice au règne d'une entité autoritaire, le détournement permanent de la vérité, la léthargie du peuple et des élus qui la représentent face à la croissance hors norme et dangereuse de l'Empire et de l'autoritarisme qui la suit. Surtout l'humanisation de toutes ces personnes, qu'elles soient du côté de l'Empire ou du côté de la rébellion, qui s'avère particulièrement complexe et réussie. Il y a énormément de scènes qui ont pris forme dans cette saison 2, des scènes poignantes et des scènes dures parfois à voir, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de parallèles avec notre histoire à nous, notre histoire très très récente qui continue à se dérouler aujourd'hui. Donc pas mal de risques qui sont pris avec cette série et surtout une écriture vraiment impeccable, une direction qui sait où elle va et je n'ai absolument pas hésité à suivre cette saison 2 avec Rogue One, c'est la suite directe. Beaucoup aimé Rogue One également, même si c'est vrai qu'il pallie avec la qualité d'écriture de Andor saison 1, saison 2. Cela étant dit, très très bon film, surtout le dernier quart. Et comment ne pas enchaîner avec l'épisode 4, 5, 6, ce que j'ai fait bien évidemment. Je recommande fortement. C'est ma recommandation de l'année pour l'instant.
X-Men 97, la saison 1. Et bien nous voilà avec une suite directe de la série animée des années 90. X-Men 97 reprend les aventures des mutants, luttant pour l'acceptation dans un monde qui ne cesse de les craindre et de les rejeter. Entre conflits internes et menaces externes, la série va explorer les thèmes de l'identité, de la discrimination et de la solidarité. Ma foi, j'ai beaucoup aimé, alors même si je regardais la série à l'époque, dans les années 90, c'était vraiment parcellaire, donc j'ai quasiment tout oublié. Ça se regarde sans, dans tous les cas. Très très bonne série, bonne animation, qui reprend les codes du coup des années 90, de bons personnages, de bons enjeux, même si ça part un peu dans tous les sens. On a vraiment l'impression de lire les comics pour le coup, tellement les enjeux sont disproportionnés, cosmiques parfois, mais ça se suit avec un grand plaisir. Il y a vraiment un soin qui est apporté à l'écriture de certains personnages, notamment Magneto, mais aussi Cyclope, Cyclope qui est un de mes personnages préférés dans X-Men. Ça me fait plaisir de le revoir au premier rang, ce qui n'était pas du tout le cas des adaptations live, malheureusement. Là, on voit que voilà, c'est un leader qui prend les choses à cœur et qui tente de faire du mieux qu'il peut. Et du coup, bien, j'ai beaucoup aimé, même si, encore une fois, ça part quand même dans tous les sens. Il y a des enjeux tellement grandiloquents que si vous n'êtes pas trop fan des comics de manière générale, vous risquez peut-être d'être un peu débordé par cette saison 1, tant les ennemis et les dimensions ne cessent de prendre en ampleur. Autrement, vous pouvez foncer, ça se regarde très facilement et c'est une série animée qui fait plaisir à voir, d'autant plus que ce n'est pas terminé. Spider-Man, votre fidèle serviteur, la saison 1. Là encore, très bonne surprise, donc X-Men 97, j'ai beaucoup aimé, et votre fidèle serviteur Spider-Man, j'ai encore plus aimé. C'est une série animée qui retrace les débuts de Peter Parker, en tant que Spider-Man bien sûr, dans une chronologie alternative, donc on est dans un verse alternatif, avec cette fois-ci un certain Norman Osborn qui devient le mentor de Peter Parker, donc très surprenant, et ça ouvre la piste à énormément de situations originales, bien abordées. Donc là pareil, on a des facilités timing, on a des facilités scénaristiques, mais quand c'est une série d'animation, je trouve que ça passe davantage, surtout que c'est inspiré énormément des anciens comics, au niveau des années 50-60 je crois. Du coup en termes d'animation, alors c'est pas foufou, on va pas se mentir, mais ça se laisse suivre, les chorégraphies sont quand même relativement soignées, et on se retrouve entre conflits internes pour Peter Parker et menaces externes, et surtout énormément d'enjeux eu égard aux décisions à prendre quand les proches sont en danger de mort. Est-ce qu'il faut franchir la ligne rouge? Est-ce qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge? C'est très intéressant de voir que Norman Osborn est cette fois-ci entre guillemets l'oncle Ben de Peter Parker, donc c'est pas du tout les mêmes valeurs qui sont véhiculées. Il n'y a pas une volonté manifeste de faire de certains méchants des méchants. Là par exemple Norman Osborn, il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus mesuré que ce qu'on aurait pensé, et du coup ça fait que on a hâte de voir la suite, d'autant plus que la plupart des protagonistes secondaires sont eux aussi plutôt bien fouillés, avec des destinées, avec des chemins qui a priori devraient nous révéler un lot sympathique de surprises. À voir comment la saison 2 se présentera, parce qu'elle a déjà été confirmée, de même que la saison 3. J'ai hâte de voir comment les responsabilités et les choix moraux de Peter Parker vont évoluer au gré des saisons, de même que ses intérêts romantiques, on va pas se mentir, ça fait également partie de Spider-Man, d'autant plus que c'est un des rares super-héros où la dramaturgie est quand même assez présente, c'est une sorte de malédiction qui revient encore et encore. Du coup, il me tarde de voir ça. What If saison 3. Alors, What If saison 3, c'était ok tiers, on va dire. Comme la saison 2, il y a des épisodes sympas, il y a des épisodes vraiment OSEF, mais OSEF de folie. La fin est sympa parce qu'on se retrouve avec une sorte de Maelstrom simili Avengers contre une menace cosmique très importante. L'observateur a encore plus de focus, ce qui est plutôt une bonne chose en soi. C'est quand même le narrateur de cette série explorant le multiverse et les différents scénarios qui explosent, qui ponctuent telle ou telle réalité alternative du MCU. Et voilà, on se retrouve avec des versions inédites de nos héros. Toujours cette même question, et si? Qu'est-ce qui se serait passé si blablabla, si cela? On aurait aimé quand même plus de recherche, on aurait aimé plus de soin dans l'écriture des épisodes, parce que, encore une fois, bon, on va dire franchement, 3/4 des épisodes un peu OSEF, ça se regarde sans plus. Vous pouvez clairement faire l'impasse. La saison 1, il y avait vraiment des enjeux sympathiques, et malheureusement, c'est retombé à la saison 2, même si, encore une fois, saison 2, saison 3, il y a des épisodes qui en valent la peine, mais globalement, bon, si vous n'êtes pas fan du MCU, clairement, vous pouvez passer à côté, c'est très dispensable. Love, Death and Robots, la saison 4, c'était catastrophique. La saison de trop, clairement, ils ne savent plus quoi faire, l'écriture est quasiment inexistante, il y a quelques épisodes qui peuvent se regarder, mais là pareil, l'histoire soit n'est pas super originale, soit est un peu bâclée. Ça parle beaucoup de chat et de religion,
conclusion, je sais pas trop pourquoi. Il y a un épisode, et c'est un épisode qui a de bonnes qualités scéniques, notamment de direction visuelle ou de direction artistique, mais purée, en termes de prosélytisme, ça y allait quand même. Donc bon, c'est dommage, c'est dommage. Du coup, je déconseille clairement, hein. C'est quasiment une perte de temps. Il y a pas mal d'épisodes où je skippais nombre de passages tellement c'était plat. Au niveau visuel, bah, je pense qu'ils ont fait appel au même studio, donc il y a certains épisodes qui sont assez impressionnants, même si on sent que bon, on est encore sur une sorte de Uncanny Valley parfois. On sent que c'est ultra réaliste, photoréaliste, mais c'est pas encore tout à fait ça. Du coup, il y a une sensation de gêne. Mais voilà, niveau visuel, ça passe sur pas mal d'épisodes, mais c'est surtout l'écriture qui pêche, hein. Ils ont fait n'importe quoi, je sais pas. Ils ont fait vraiment n'importe quoi. C'est assez représentatif de Netflix de manière générale, hein, depuis ces dernières années, qui clairement donne l'impression de penser argent de manière constante plutôt que originalité, prise de risque. On est très loin du Netflix des premières années. Au niveau manga, Blue Exorcist tome 31, Rin Okumura et ses camarades sont plongés dans une guerre secrète contre des forces démoniaques, alors que les vérités sur leur passé émergent. Les liens familiaux et les loyautés sont mises à l'épreuve, menaçant l'équilibre entre le monde humain et le monde démoniaque. C'était un très bon tome 31, axé notamment sur la figure de Osceola Redarm, Arc Knight et exorciste de la cellule mexicaine de l'ordre, ainsi que sa relation très touchante avec Ruin Rite, lui aussi Arc Knight, bras droit d'Arthur et numéro 2 de l'ordre des chevaliers. J'ai beaucoup aimé l'origine story de ce personnage, c'était vraiment très concis et très fluide, comme quoi hein, parfois juste un ou deux chapitres bien écrits suffisent à nous faire aimer un personnage, ce qui est le cas ici. Ça avance plutôt vite, on sent quand même qu'on est sur l'arc final pour le coup, et ça fait plaisir de voir l'autrice aussi attachée à faire en sorte que les différents protagonistes restants aient le droit à leur focus et le droit à une mise en scène qui respecte leurs valeurs, qui respecte leur désir de faire de ce monde un monde meilleur. J'ai hâte de voir la direction que va prendre le manga à la toute fin. A priori, on est plutôt bien parti parce que Blue Exorcist, c'est un de ces mangas où à aucun moment on sent que l'autrice est perdue ou en dilettante. C'est assez stable, elle sait où elle va et du coup, c'est un plaisir constant. Surtout que le lore est quand même très intéressant et les personnages plutôt attachants. Hâte du tome 32. The Jojo Land, tome 5, bah, c'était très sympa comme d'habitude, hein, Jojo's Bizarre Adventure, des situations rocambolesques. Là, on a un passage qui est vraiment hyper stylé, qui fait clairement penser à du Quentin Tarantino en termes de storyboarding, en termes de mise en scène. On se retrouve avec un Jojo Joestar qui continue de poursuivre sa quête de richesse à Hawaï, hein, entraîné par des aventures qui mêlent criminalité, on va pas se mentir, et surnaturel. Et du coup, l'arc Lulu's Back Grooves est enfin terminé. Il me tarde de voir la suite, mais clairement, c'est super prenant au niveau du rythme, au niveau des différents arcs, au niveau des personnages. Hein, certains ne sont pas encore hyper explorés, mais globalement, ce qui me frappe par rapport au précédent, c'est qu'on a l'impression que Hirohiko Araki, c'est 100% où il va, ce qui n'était pas forcément le cas de Jojomion, où clairement, certaines parties et certaines pistes ont tout bonnement été abandonnées à la fin, ce qui est très dommage. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une maîtrise scénaristique qui fait plaisir à voir, et de même en termes de lisibilité, là où j'ai pas mal de difficultés parfois à lire les combats, pour l'instant, donc au tome 5, c'est très lisible, ça fait plaisir à voir. J'ai l'impression qu'il accorde plus d'attention à l'espace notamment, à la décantation aussi des actions. C'est vraiment stylé de folie. Que ce soit au niveau des origines story ou du caractère de Jojo Joestar, il me tarde de voir à la suite. C'est vrai que ça fait très Tarantino. Plus j'y pense, plus ça fait Tarantino, même au niveau de l'intrigue, au niveau du concept narratif. J'ai l'impression que l'inspiration est très fidèle et réussie. One Piece, les derniers scans, donc on est encore sur Elbaf, hein, et c'est très sympa. On n'est pas encore sur une intensité similaire à celle de Egghead, mais on commence à s'en rapprocher petit à petit, surtout avec les derniers chapitres hein, qui ont des cliffhangers de folie furieuse. Parfois on a certains poncifs, mais c'est pas très grave, tant l'ensemble scénaristique semble aller dans une direction assez folle. En termes de lore, c'est toujours aussi intéressant. Certains personnages sont mis en avant, pas forcément ceux qu'on attendait, hein. Je pense notamment à Brooke, Robin bien sûr, mais aussi Franky, qui pourrait être peut-être l'une des grosses surprises de cet arc. Usopp, pour l'instant, c'est pas trop ça, alors que c'est censé être son arc, mais j'imagine que ça va venir. Au niveau des ennemis, les fameux God's Knights, il me tarde de les voir se prendre une dérouillée de fous furieux, tant Eiichiro Oda est parvenu avec succès à les rendre antipathiques au possible, de véritables pourritures. Au contraire, les différents habitantes et les habitants de Elbaf sont merveilleux, très respectueux de l'histoire, du passé, de la nécessité de transmettre les valeurs, les bonnes valeurs, que ce soit en termes d'empathie ou en termes d'éducation à travers les livres, hein, à travers la bibliothèque, le corps professoral, et voir ces enfants résolus à protéger leur patrimoine de manière extrêmement touchante et extrêmement courageuse, eh bien ça fait quelque chose. Pour l'instant, c'est vraiment un sans faute et ça fait plaisir à voir, parce que pour Wano, clairement, j'étais assez déçu. Et là, depuis Egghead, j'ai la ferme impression que Oda va
dans une direction très nette, très concise, et il ne perd plus de temps. Donc si ça peut continuer comme ça, je serais vraiment ravi. Hajime no Ippo et les scans, eh bien on est sur un match qui promet d'être sensationnel, à savoir Sendo Takeshi versus Ricardo Martinez. C'est le combat de l'année en ce qui me concerne. Il y a, à mon avis, aucun combat qui va réussir à le détrôner. C'est un combat qui est très attendu, hein, qui a été teasé depuis de nombreuses années, et pour l'instant, force est de constater que George Morikawa parvient avec brio à instiller la tension. Et pour l'heure, force est de constater que George Morikawa parvient à distiller avec brio la tension inhérente entre la rencontre de ces deux colosses, sachant que Ricardo Martinez n'est pas un simple colosse, c'est un empereur parmi les empereurs, et il faut bien admettre, malgré tout l'attachement que j'ai envers Sendo, qu'il part très perdant eu égard à cette joute. Pour lui, tout se joue, que ce soit en termes personnels ou en termes sportifs, il va tout miser, il risque de tout sacrifier, et c'est ça qui rend cette joute incroyablement tendue. De même pour Martinez, hein, il est bien conscient de la capacité de Sendo à retourner le match d'un seul coup, vu sa puissance brute. Ça promet d'être sensationnel, c'est déjà sensationnel. Quel manga! Boruto 2 Blue Vortex, les scans, toujours aussi sympathique. Là on est un focus notamment sur Jura, le leader des entités Shinju, qui ne cesse de devenir plus humain, qui commence à saisir l'importance de concepts inconnus tels que l'amour, tels que l'empathie, qui sont des points faibles pour l'être humain, mais aussi de gros points forts parfois, à voir comment il va s'en servir. Mais c'est assez saisissant de voir un Nemesis si travaillé et si dangereux. C'est limite si le Nemesis peut potentiellement se rapprocher du héros en termes de valeur humaine, et je trouve ça assez fascinant. Pour l'heure, en ce qui me concerne, Boruto 2 Blue Vortex, c'est vraiment un sans faute. J'ai grand hâte de voir la suite. Même en termes de mise en scène, on sent que Miko Ikimeto et Masashi Kishimoto font équipe de manière beaucoup plus satisfaisante que lors de la première version, qui m'a quand même plu, hein. Mais là, clairement, c'est un step-up. Il me tarde de voir la suite. Il y a beaucoup de cliffhangers, il y a beaucoup d'enjeux. Le focus sur Sarada était incroyable, et le focus sur Jiro promet d'être absolument terrifiant. One Punch Man, dernier scan, eh bien nous avons terminé l'arc du village ninja. Ce fut à la fois sympathique, notamment au niveau du retour de l'humour et de la mise en avant de Saitama, mais en revanche, clairement, ce fut trop court. J'ai cru comprendre que ça respectait le webcomic, mais peut-être que ça respecte trop du coup le webcomic, sachant qu'on a quand même eu plus d'un an de rejo, de réécriture. Il y avait quand même des passages sympas au niveau des différentes versions qui n'ont pas été choisies, hein, finalement. Il aurait peut-être fallu faire un mélange de ces versions-là pour avoir une version satisfaisante, ce qui n'est pas le cas ici. Et du coup, je peux pas m'empêcher d'être un peu déçu de la tournure des choses, notamment en termes de durée. Au final, paradoxalement, ce fut très court, et certaines pistes scénaristiques sont à peine brossées, parfois balayées d'un revers de la main. C'est très simpliste parfois en termes de dénouement. Du coup, j'espère que le prochain arc, avec l'arc Neo Heroes, va être beaucoup plus travaillé en termes d'écriture. J'ai confiance en la puissance du binôme Yusuke Murata X1. Tout n'est pas à jeter, encore heureux. Mais pour One Punch Man, c'est vrai que c'est le manga de ma vie de jeune adulte, et j'ai des attentes qui sont quand même assez élevées à son encontre. On croise les doigts pour la suite. Enfin, les jeux vidéo Ocarina of Time. Eh bien, que dire, c'est le meilleur jeu de mon existence, hein. C'est le jeu qui m'a donné envie d'explorer le jeu vidéo. C'est le jeu qui m'a fait basculer dans les jeux vidéo. C'est le jeu qui m'a rendu passionné de jeux vidéo. C'est le jeu qui m'a fait découvrir ce que pouvaient être les notions de liberté, d'exploration. Un jeu qui m'a fait découvrir un spectre incroyable d'émotions, de sensations. L'un des seuls jeux qui m'a fait pleurer à la toute fin. Du coup, le refaire, ça a été assez magique. J'ai retrouvé pas mal de sensations que j'avais ressenties quand j'étais petit. Mon verdict n'a pas changé. C'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait. Le meilleur jeu en ce qui me concerne, si je le restitue à l'époque où je l'avais fait, en 1998, bien sûr, il a vieilli, hein, les codes ont changé, mais ça reste un grand jeu nonobstant, et je ne peux que le recommander, même à la nouvelle génération, qui pourra parfois être désarçonnée par le gameplay, en termes d'histoire, en termes de symbolique, en termes d'odyssée, en termes de tragédie, en termes d'univers, en termes de cohérence. Ocarina of Time est tout simplement majestueux. La bande originale, bien sûr, le fait de pouvoir naviguer entre passé et présent, les combats, le Z-Lock, les boss, les combats contre les boss sont absolument sidérants, très cinématographiques, hein, dans la mise en scène notamment. Ces notions intemporelles de courage, d'amour, d'amitié, de sacrifice, d'orgueil, de cupidité, de cruauté parfois. C'est beau, c'est triste, c'est touchant, c'est Zelda. Ocarina of Time, c'est ce jeu qui m'a fait pour la première fois explorer un univers enchanteur, féerique, tellement sidérant
est tellement réussi que j'avais l'impression d'être dans cet univers, aux côtés de Link, à travers Link. Merci Shigeru Miyamoto, merci Nintendo, merci Ocarina of Time. Si vous pouviez faire un remake, ça serait incroyable. Et c'est la fin de ce pêle-mêle, on va se retrouver assez vite, parce que les animes du printemps sont bientôt terminés. À très bientôt, ciao ciao.